Merci de venir prendre un café ce matin avec nous dans la Maison des Formidables avec Carole Jézéquel et Abdoul Seberg. Bonjour tous les deux. Comment ça va ? Ça va, hein. Alors, on attend le café, Ouais, le café, il est déjà servi dans les tasses. Allez-y, à la vôtre. Aujourd'hui, on va se zénifier avec notre invité. On va aller au bord d'un torrent de montagne. On va partir pour le Verdon. C'est un grand pêcheur devant l'Éternel qui est avec nous. C'est son coin de paradis, le Verdon. Il œuvre à la fois pour la nature et la santé du milieu aquatique, mais c'est un vrai bon pêcheur, très passionné, qui nous rejoint. Voici Ludovic Laton. Ludovic, entrez. Ludovic. Ne soyez pas timide. Comment ça va ? Impeccable, et vous ? Mais très très bien. Nous vous recevons en qualité de secrétaire général, c'est très sérieux, de l'AAPPMA, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Vous allez nous expliquer ce qu'est cette association, comment vous œuvrez à la prolifération des poissons, parce que on se dit pêcheur, ça prend du poisson. Mais en fait, le pêcheur fait en sorte que les rivières soient poissonneuses. Et vous nous expliquerez que sans les pêcheurs, il y aurait peut-être beaucoup moins de poissons, notamment dans le Bas-Verdon, qui est votre terrain de jeu. Mais juste avant, on va vous présenter ceux qui vous entourent ce matin. Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma entre deux parties de pêche ? De temps en temps. De temps en temps. Alors, on va découvrir les sorties de cette semaine avec Abdoul. Oui, Love Lies Bleeding, une histoire de lesbienne. Et sinon, après, j'ai un deuxième film qui s'appelle C'est pas moi, de Léo Scarax. Bon, on revient sur sa carrière. Voilà, on va découvrir votre sélection tout à l'heure. Et puis on va également se régaler puisqu'on ira en cuisine avec Carole. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors aujourd'hui, il y a des anchois à l'huile pour faire une sauce spéciale pour napper la viande rouge, la viande de bœuf. Voilà, vous allez voir ça. Parfait. On va se régaler. On va se régaler. C'est pas du poisson de rivière, mais c'est du poisson. Non, et oui. Donc vous êtes déjà dans le terre. Ludovic Laton, comment vous avez attrapé le virus de la pêche ? Ça arrive très très tôt chez vous Très tôt, tout à fait. La chance d'avoir un papa pêcheur, donc la chance d'habiter un village qui s'appelle Vinon-sur-Verdon. Donc en étant au bord de l'eau, le papa m'a mené très tôt à la pêche. Me portait beaucoup avant de pouvoir pêcher. Je marchais à peine. Dès que j'ai pu tenir un peu la canne, j'ai commencé à développer cette passion, et puis depuis, ça ne m'a pas quitté. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette activité ? D'être au bord de l'eau déjà. Déjà, c'est un moment d'apaisement où on est complètement déconnecté. On ne pense qu'un truc, c'est profiter du moment présent. Et on se vide de la tête, voilà. Et après, ce qui est super satisfaisant, c'est aussi, quand on a fini notre session de pêche, ou pendant la session de pêche, de pouvoir discuter aussi avec nos proches, nos amis, pêcheurs, non-pêcheurs, nos parents par exemple aussi, de ce qu'on a fait, de ce qu'on n'a pas fait au bord de l'eau, et si on a réussi à prendre un poisson ou pas, si on l'a manqué, si on a cassé, tout ça. Et c'est ce qu'on appelle le papotage entre pêcheurs, et c'est vrai que c'est aussi tout le plaisir de la convivialité de ce milieu de la pêche. À quoi ressemblait la pêche quand vous avez démarré, quand vous aviez 3-4 ans, il y a une trentaine d'années, et quelle est l'évolution depuis ? Est-ce que il y a moins de poissons ou est-ce que ça va un peu mieux ? Alors, on entend toujours le « c'était mieux avant ». Ouais. Moi, étant avant la petite quarantaine, le avant, je ne sais pas. Je ne l'ai pas connu le avant les barrages, le avant-guerre, le avant quoi, je ne sais pas. Donc, le souvenir que j'en ai, c'était il y avait beaucoup de monde qui venait en début de saison, donc sur le Verdon, beaucoup des gens des villes, Aix, Marseille qui venaient. C'est quoi le début de saison pour la pêche ? C'est les mars. Voilà, pour la pêche sur le Verdon, c'est le deuxième samedi de mars, l'ouverture. Et on avait beaucoup de fréquentation, ce qui était intéressant. Toutes les vieilles familles de Vinon se regroupaient, du coup, puisque les gens qui étaient partis à travailler à la ville revenaient pour ce week-end-là. Voilà, c'était un peu festif. Et ça s'était un peu perdu. Là, ça revient. Donc ça, c'est une bonne chose. Les gens retrouvent un peu l'attrait nature d'aller au bord de l'eau, de se déconnecter du monde urbain. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ce qui a changé, c'est que à l'époque, j'étais tout gamin. Donc le seul truc que je voyais, c'était
essayer de capturer un poisson pour avoir un peu la fierté éternelle. Hein, voilà. Il y avait mon oncle aussi qui était avec nous, qui venait pêcher. Et voilà, j'ai eu le souvenir d'avoir pris un superbe barbeau juste devant la maison de mes parents. Voilà, le soir, c'était fête, quoi, parce que j'étais tout gamin, j'avais 5 ans, j'avais sorti un poisson de 50 cm. C'était merveilleux. Voilà, je vous posais la question de savoir s'il y a plus ou moins de poissons, parce que vous avez un cheval de bataille, vous m'avez dit, c'est la truite Fario. Alors on va découvrir cette truite en images. Vous faites en sorte de la protéger aujourd'hui au maximum. Elle est en péril, cette truite? Alors, elle est en péril, oui et non. Au vu du changement climatique, de tous les aménagements qui ont artificialisé les cours d'eau, aussi bien les retenues, la gestion des débits avec les prélèvements d'eau, la pollution, les aléas industriels également, cette espèce, on va dire, c'est l'espèce un peu parapluie. C'est-à-dire que si on la préserve, qu'on arrive à voir qu'elle se développe comme il faut, il y a tout un tas d'autres espèces qui vont aller vers le mieux. Et voilà, c'est pour ça que, déjà en plus c'est un poisson qui est magnifique, hein, vous avez vu ses couleurs, ses points. Donc là on est sur des truites méditerranéennes de souche, hein, donc voilà, sur le Verdon, c'est pas des truites qui ont été alvinées ou autres, c'est vraiment, elles se reproduisent dans la rivière. Et voilà, c'est une population à part entière. Voilà, et donc vous faites en sorte de la préserver avec votre association notamment. Comment est-ce qu'on préserve un poisson comme celui-là? Alors, plusieurs choses. Il y a, en étant cette association, donc on a plusieurs leviers. On a le volet réglementaire, donc où en faisant des dossiers, en montrant certaines spécificités de la rivière, une croissance rapide des poissons, en étudiant les écailles, on arrive à savoir l'âge des poissons et à savoir à partir de quand elles se reproduisent. On peut montrer au service de l'État qu'il y a une nécessité, par exemple sur le Bas-Verdon, d'avoir mis une taille limite de capture légale à 30 cm. C'est-à-dire que tous les poissons inférieurs qui ne se sont pas encore reproduits, parce que voilà, on les relâche, on a une obligation de les relâcher. Ensuite, on a aussi le fait depuis 2 ans, on a interdit l'utilisation des triples ou hameçons doubles avec des ardillons. L'idée, c'est pas d'embêter les pêcheurs. L'idée, c'est vraiment de protéger, préserver les poissons, les juvéniles. Des petits poissons qui font 90% des gens, alors ce chiffre est ce qu'il est, hein, mais c'est du ressenti, vont à la pêche pour pêcher, ne sont pas là à savoir quel poisson ils vont prendre. Et c'est pour ça que l'idée, c'est de les orienter. La réglementation a un volet réglementaire, certes, mais pédagogique pour accompagner les gens, pour préserver au maximum les poissons. Voilà. Et aujourd'hui, il paraît que vous relâchez, on en parlera tout à l'heure, 90% de vos prises. Alors, regardez ce reportage. On ne va pas parler de la truite Fario, mais de l'apron. C'est une autre variété de poisson que l'on fait en sorte de protéger grâce à des professionnels du milieu aquatique et de la protection de ce milieu qui travaillent dans les Alpes de Haute-Provence pour tenter de préserver cette espèce. Regardez comment ça se passe. En pleine lutte contre le courant, ces agents environnementaux pratiquent une pêche électrique d'inventaire. Oh là là! Ça n'est même pas? Oui. Et ils sont un peu tendus là, les poissons. Objectif, déterminer l'état de la population d'apron, une espèce sentinelle menacée d'extinction. Et bonne nouvelle, un premier poisson est pêché. Donc voici un apron du Rhône. Donc ça c'est un adulte qui est sur ce secteur-là. Donc c'est ceux qui se sont reproduits donc, cet hiver. Donc en poursuivant la pêche, on va essayer de trouver, justement, l'objectif de cette pêche, c'est d'essayer de trouver des juvéniles, donc des petits de cette année, pour voir la reproduction qu'il y a eu en place. C'est un poisson qui est très menacé, puisqu'on voit que sur une station comme celle-là, qu'on va pêcher toute la matinée, généralement on arrive à un effectif d'une dizaine de poissons qu'on attrape. Avec cet appareil, je plonge une sonde dans l'eau, c'est un capteur, et qui me traduit sur cet écran la température de l'eau et sa conductivité. Ce poisson endémique est particulièrement sensible. C'est un poisson qui a l'habitude de vivre plaqué sur les fonds, qui vit dans le substrat de la rivière et qui est sensible à tout ce qui peut y avoir comme polluant dans les sédiments, entre autres. Allez, encore un peu de manipulation. Les aprons pêchés sont pesés, mesurés avant de retourner à l'eau. Bonne nouvelle, 16 individus capturés aujourd'hui contre 7 en 2021. L'espèce a bien résisté. 96. Voilà, donc ça aussi c'est le travail d'associations comme la vôtre. On verra tout à l'heure comment dans le Bas-Verdon vous essayez de recréer des habitats pour permettre aux truites notamment de se développer. Ce sera dans un instant parce que juste avant on va aller faire un tour au cinéma avec Abdoul et sa sélection du jour. Love Lies Bleeding, voilà, c'est un film de Rose Glass avec Kristen Stewart et Cathy O'Brien. Alors c'est 2 lesbiennes qui vont se rencontrer dans une salle de sport.
dont une qui rêve de devenir culturiste. Elle rêve d'aller à Las Vegas, mais leur histoire d'amour va les entraîner dans une certaine violence. Alors c'est un film qui ressemble un peu à Bonnie and Clyde, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, d'Arthur Penn. Et aussi Thelma et Louise, voilà, sorte de road movie. Mais ce film est assez bizarre parce que ça part du drame, du thriller, et ça se termine dans le fantastique. Ah bon? Ah oui, c'est ça qui est étrange. La mise en scène est formidable. Trois styles de cinéma dans Absolument, un... tout à fait. Ouais. En plus, les actrices sont hyper crédibles parce que dans la vraie vie, elles sont lesbiennes. Ok. Voilà. Je propose de regarder un extrait. Allons-y. C'est parti. D'où est-ce que tu sors, toi? Oklahoma. Je suis jamais sortie de cette ville. Tu faisais quoi avec Madame Muscle? On a surtout des étrangers un peu débiles. Ça va, les gars? Ça, c'est Jackie. Salut. Elle cherche du travail, elle est prête à tout faire. Est-ce que t'aimes les armes? Pas vraiment. Alors, qu'est-ce que tu fous ici? C'est plus efficace qu'un coup de poing, non? Love Lies Bleeding. Oui, avec Kristen Stewart et Cathy O'Brien. Ok. Qui sort cette semaine. Voilà. Alors, vous aimez les docs ou pas? Moi, j'adore. Ouais, c'est pas moi, c'est le documentaire de Léos Carax. Vous connaissez tous Léos Carax, qui était un cinéaste français, qui l'a présenté à Cannes d'ailleurs. Je crois que vous y étiez à Cannes. Hein. Oui. Vous l'avez pas vu, peut-être. Non, moi je suis allé voir le film de Michel Hazanavicius. Absolument. Alors Carax revient sur sa carrière sur 40 ans. Il va nous parler du film Paula X, bien sûr, avec Guillaume Depardieu, Les Amants du Pont-Neuf, Mauvais sang, et son dernier long métrage qui s'appelle Annette, avec Adam Driver et Marion Cotillard. Je trouve ça assez bizarre, vous savez, Carax, c'est un peu barré quand même comme univers. Et ben moi j'adore, et franchement, je vous propose de regarder déjà la bande-annonce. Voilà, documentaire de Léos Carax qui s'intitule C'est pas moi. Parce que j'ai cru que vous disiez tout à l'heure, le documentaire C'est pas moi, c'est Léos Carax. Donc, en plus, il y a toujours Denis Lavance, son acteur fétiche qu'on voit tout le temps dans ses films, pratiquement, notamment Holly Motors. Merci beaucoup Abdoul pour cette sélection. Et à la semaine prochaine, peut-être. Eh ben oui. Et puis on vous retrouve également sur la plateforme France.tv. Ouais, qui s'intitule Abdoul fait son cinéma. Allez-y, c'est de la bombe parce que c'est des rencontres avec des stars de la région notamment et des stars aussi de France. Merci. Ludovic Laton, un passionné de pêche en rivière, est notre invité ce matin. Il est aussi secrétaire général de l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Quelles sont les missions de votre association pour justement protéger ce milieu aquatique? Alors, les missions sont un panel très important. La première, c'est de détenir des baux de pêche. C'est-à-dire que tous les pêcheurs qui viennent pêcher sur notre secteur, ils peuvent venir pêcher sur des parcelles privées, donc au bord de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des rivières en France sont des rivières privées. Donc il y a toute une... et oui, c'est pas... Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait l'autorisation des propriétaires pour venir pêcher. D'accord. Donc voilà, la première des missions... À partir du moment où j'ai un terrain et il y a un bout de rivière qui passe, le bout de rivière m'appartient. Voilà, soit c'est à vous, soit c'est à l'État. Voilà, donc il y a deux systèmes de... Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres. Et donc soit on fait des baux de pêche avec l'État, donc c'est des conventions de 5 ans, soit on fait des baux de pêche avec des privés, et donc ça peut durer entre 1 an à 9 ans maxi, et c'est reconnu par Tacite reconnu. Et je peux y aller uniquement si j'ai une carte? Une carte de pêche, voilà, il faut d'abord prendre une carte de pêche. Voilà. Donc mais comment on l'obtient, cette carte? Alors, plein de possibilités, soit vous allez chez des dépositaires, donc du coup que l'on peut avoir dans les villages, ou même dans des grandes surfaces aussi, on peut en avoir, ou sinon sur un site de pêche qui s'appelle cartedepêche.fr, et ensuite vous choisissez votre lieu de pêche, et voilà, c'est plutôt bien mentionné. Voilà, vous pouvez pêcher soit sur 90 départements français avec une simple carte, sans avoir des cartes, ce qu'on appelle réciprocitaires. Et voilà, donc c'est assez facile de pouvoir pêcher, quoi. Et voilà, en termes de mission, sinon, on a donc déjà
savoir où on pêche déjà, donc ça. Ensuite, il faut aussi, ce qui est très important, c'est tout ce qui est le développement du loisir pêche. Donc le développement du loisir pêche, c'est aussi de se dire comment faire pour qu'on ait de plus en plus de pêcheurs, que les pêcheurs sachent pêcher. C'est vrai qu'on n'a plus trop le grand-père qui menait le petit enfant à la pêche. Ça s'est un peu perdu tout ça. Les grands-parents maintenant partent plus facilement en voyage, donc c'est vrai que c'est super, ils sont en bonne santé. Donc il y a des clubs de pêche. Donc il y a des clubs de pêche, tout à fait. Après on a une fédération départementale de pêche du Var où on a de super animateurs et donc c'est des gens qui ont un brevet d'État de moniteurs guides de pêche et qui interviennent donc soit auprès des scolaires, soit auprès de journées, ce qu'on appelle nous dans le Var donc les fishing tours. Donc c'est une trentaine de dates à l'année sur des lieux où en fait on fait venir les animateurs avec du matériel qu'on met à disposition et les gens peuvent venir pêcher gratuitement, c'est offert ce jour-là, pour découvrir les techniques de pêche. Voilà. Ça, c'est aussi la mission de votre association. Vous créez aussi des parcours, des parcours qui s'appellent les no-kill, parcours où on relâche le poisson, c'est ça l'idée ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est de relâcher, alors c'est pas tous les poissons, c'est certaines espèces de poissons qu'on va relâcher. Pour plein de raisons. L'idée, c'est de se dire, c'est des parcours où on sait qu'il y a des gros géniteurs, donc qui peuvent se reproduire plus facilement, avec tout ce qui est les bons cailloux, les bonnes caches, etc. Donc l'idée, c'est de se dire, on va essayer d'augmenter au maximum le nombre de poissons qu'on peut avoir sur cette zone-là, pour que, par extension, ils puissent soit remonter, soit dévaler, pour continuer à se développer et avoir une belle population sur des zones où c'est ouvert au prélèvement. Voilà, donc ces zones, elles sont bien indiquées. Tout à fait, pas notées, c'est fait par un arrêté préfectoral. Voilà, c'est chose sérieuse, c'est pas entre quatre murs, entre deux copains. Et globalement, il n'y a pas trop de braconnes, tout le monde a sa carte, ou vous tombez régulièrement sur des gens qui viennent comme ça sur la carte de pêche, non, on a très très peu de problématiques sur l'absence de carte de pêche. Les gens ils sont au courant sur notre territoire. En plus, on a beaucoup mis de panneaux. Après, bien sûr qu'il y a du braconnage. De temps en temps, on peut attraper des gens. Donc, on a une garderie de bénévoles. Après, il y a des gardes fédéraux qui peuvent intervenir. Sinon, après, on appelle la gendarmerie, les agents de l'Office français de la biodiversité. Enfin, il y a tout un tas d'acteurs possibles. Et après, tout ça est bien contrôlé, bien structuré. Parce que, au maximum, dans la limite, comme tout un chacun, pour les vols, etc., qu'on voit toute la journée. Donc, voilà, c'est dans la limite des possibilités. Quoi. Bon, moi, je vais y aller. Oui, non, mais c'est vrai que ça donne envie. Moi qui ne suis pas très patient, je me dis la pêche à la base, c'est pas pour moi, mais c'est vrai qu'en entendre parler avec autant de passion, ça donne envie. Ça me réconcilie avec la pêche. Je crois que je vais peut-être aller faire un tour cet été. On peut prendre une carte pour une journée ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et puis même, on peut y aller tous les quatre ensemble, si vous voulez. C'est bien volontiers. L'invitation, on y va. On va aussi parler de ces photos que vous nous avez apportées, où l'on voit des blocs de pierre dans l'eau, et c'est vous qui les disposez. Pourquoi est-ce que vous faites ça avec votre association ? Donc l'idée, c'est qu'on est sur un tronçon, ce qu'on appelle artificialisé. On est à l'aval de 5 grands barrages. Le premier barrage sur le Verdon date de 1869, c'est celui de Quinson pour le prélèvement d'eau du canal d'Aix. Et depuis, tout ce qu'on appelle le transit sédimentaire, c'est-à-dire que les cailloux provenant de la montagne, en fait, ne viennent plus jusqu'en bas. Et on est ce qu'on appelle en déficit de sédiments. Donc au plus, on a ce qu'on appelle une hauteur de sédiment avec des tailles différentes et des rugosités différentes entre des galets, des pierres qui sont plutôt angulaires, etc. On a toute une vie qui va s'apporter, qui va s'accrocher dessus avec des invertébrés, des poissons, des alevins. Et donc l'idée, c'est de mettre ces gros blocs-là, c'est de casser un peu la linéarité en fait, de la rivière, ce qui permet de brasser en fait l'eau avec l'air, ce qui permet d'améliorer, de maintenir une température de l'eau très satisfaisante pour les poissons et les invertébrés, de faire des caches également pour les différents types de poissons. Pour qu'ils puissent frayer. Tout à fait. Et après, on a aussi la capacité de pouvoir conserver des cailloux de différentes tailles, de petites ou grandes tailles, grâce à ces gros rochers qui sont mis en place. Voilà donc le travail très divers d'une association comme la vôtre, dont vous êtes le secrétaire général, et dont votre papa est le président. Oui. Donc ça se fait en famille du côté du Bas-Verdon et de Vinon-sur-Verdon, c'est votre village dont vous parliez tout à l'heure. Dans un instant, vous nous raconterez comment on continue à prendre du plaisir, même en libérant 90% des poissons que vous attrapez, et comment on fait aussi pour préserver un petit peu la bouche des poissons qu'on relâche, parce que ça c'est important, c'est mon côté Brigitte Bardot. Mais juste avant, Carole, on passe en cuisine. Mais oui, on passe en cuisine.
Parce qu'en fait, peut-être qu'à Vinon, on fait aussi des barbecues avec de la viande, rassurez-moi. Oui, bien vous sûr. aimez la viande rouge, le bœuf, le bon bœuf fermier. C'est une bonne sardinade ou une bonne grillade de truite, ça peut le faire aussi. Et pour napper cette viande de bœuf, je vous propose une recette de sauce à base d'anchois. Voilà, donc là, je vous ai amené les ingrédients que j'ai devant. Il y en a très peu, mais ils sont tous indispensables pour avoir cet équilibre. Donc, des filets d'anchois à l'huile, du beurre, des échalotes, du persil et des noix que l'on va concasser. Voilà, et avec ça, vous allez voir, je vais vous montrer en image dans ma cuisine comment je prépare cette sauce. Allez, en 10 minutes, chrono. Allez, c'est parti. Alors, vous allez prendre une sauteuse et on va commencer par faire fondre le beurre. Donc, 100 g de beurre à peu près pour 4 personnes. Ensuite, on va émincer 2 échalotes. Mais là, alors, l'astuce, c'est qu'il faut émincer finement les échalotes pour qu'on les devine dans la sauce. Voilà, donc ensuite, on fait fondre tout doucement, tranquillement. Et ensuite, on va verser le troisième ingrédient. C'est généreux en beurre. Hein. Ah, c'est généreux, il y a 100 grammes. Mais je ne mets pas d'huile d'olive, Eric, cette fois-ci. Hein. Ensuite, je mets 4 filets d'anchois à l'huile. À peu près, pour vous souvenir, c'est un filet d'anchois par personne. On fait fondre ça tout doucement et on laisse cuire à feu doux, 10 minutes maximum. Comme ça, en attendant, on va émincer le persil là aussi, le plus finement possible. Et on va concasser les noix. Alors, dans la vidéo, on croit qu'il y a beaucoup de noix. Mais en fait, il y a juste 3 noix, 3 ou 4 noix maximum. Là aussi, ça doit se deviner. La noix est là pour... c'est la subtilité. Elle est presque en poudre, quoi. On ne devrait pas la sentir. Alors, je l'écrase bien au pilon. On peut prendre un mixeur, pour bien l'écraser. La noix doit se deviner. Elle est là juste pour équilibrer la force des anchois. En fait, tous les ingrédients, quand on goûte la sauce, on ne sait pas trop s'il y a des échalotes ou des oignons, des noix. Tout est subtil. Ouais. Voilà. Et le persil est là aussi pour la fraîcheur, pour la couleur. Voilà, c'est tout. La sauce est prête. Parfait. On peut la garder au chaud, la préparer à l'avance. Et puis alors, pour le jour de la vidéo, j'ai pris un onglet, parce que j'adore l'onglet. Un onglet pour 2 personnes. Vous faites griller de tous les côtés, quelques minutes. Ensuite, j'aime bien conserver l'onglet à couvert sous une feuille d'alu, quelques minutes, pour qu'il se détende. D'accord. Oui, ça bonne c'est astuce, important. je prends. Et comme ça, on peut le servir très saignant, avec la croûte sur de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi je salive. C'est bon. Et alors, je vous assure, Eric, mais qu'avec cette sauce à l'anchois, vous pouvez faire des entrecôtes aussi. Le morceau de viande de bœuf, ça marchera. Mais alors, vous n'avez pas besoin ni de sel, ni de poivre, rien. C'est subtilement assaisonné. Et possibilité, si vous aimez les sauces un peu plus, pas liquides, mais onctueuses, vous pouvez tout mixer à la fin. Et ça va napper différemment. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Je sens qu'on a un épicurien avec nous sur le plateau. Oui, il m'a dit qu'il cuisinait. Oui, on va pouvoir aller à la pêche vraiment ensemble. C'est vrai, pour le casse-croûte, on va pouvoir. C'est un bon moment de convivialité. Mais bien sûr, une noix. Allez, une noix pour un deux. En tout cas, on parlait de convivialité au début, et la gastronomie, ça fait partie aussi de la convivialité, le casse-croûte au bord de l'eau. On va écouter un passionné de pêche qui va nous expliquer la manière dont il conçoit sa partie de pêche et le plaisir qu'il a de pêcher. Et on en reparle juste après, vous nous direz si ça rejoint un petit peu votre philosophie de la pêche. D'accord. Je me mets à la place de la truite. Et si j'étais truite, je me mettrais là pour manger. Donc en bordure de courant, à l'abri du courant, et puis juste décaler pour venir manger. La pêche, c'est un moyen de déconnecter, en fait. Ah ben là, je pense plus à rien. Qu'au poisson. C'est une petite truite fario, toute petite, mais elle est vraiment fait pas la taille. Elle fait beaucoup moins de 20 cm. Donc on relâche les petites pour qu'elles grossissent. Voilà, je crois que c'est un résumé de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est à la fois la déconnexion. Alors, vous vous mettez à la place de la truite aussi, vous, quand... Oui. Ben, on essaye de... Comment vous trouvez les bons coins à pêche? Les bons coins, c'est en bien connaissance la rivière, en la repartant très régulièrement, quasiment, pas quotidiennement, mais pas loin quand même. Et voilà, et donc après, on voit un petit peu où se trouvent les poissons, les courants, et puis à force de pêcher, c'est comme les champignons, à force d'en prendre, d'en récupérer, on sait où ils sont. Et on sait où aller. Voilà. Vous relâchez 90% de vos prises.
entreprise, ça reste un plaisir de pêcher. Est-ce que c'est un peu frustrant quand même? Alors ça reste un plaisir, sinon déjà j'irai pas. Voilà, on dit 90% parce que bon voilà, il y a toujours de temps en temps on peut garder un beau poisson, voilà, une fois par an, On pour garde faire quand plaisir. il est au-dessus de 28 cm. Alors 30 chez nous et quand c'est pas sur le parcours no-kill et l'idée c'est voilà, c'est une fois dans l'année je garde un beau poisson pour faire plaisir en famille, voilà. Mais le reste c'est vraiment. Sinon le reste c'est vraiment voilà du plaisir. Donc l'idée c'est on essaye le tous de pêcher un poisson en no-kill. L'idée c'est d'aller au-delà de ça. Voilà. Mais moi, je veux juste qu'on montre les hameçons et dites-moi comment vous faites pour aussi amenuiser un peu la douleur du poisson. Parce que si vous le relâchez, voilà, autant que ce soit dans les meilleures conditions, c'est mieux aujourd'hui? Alors, c'est mieux aujourd'hui parce que les fabricants aussi ont évolué d'hameçon sur cette dynamique-là. Donc là, on déjà par réglementation et puis par envie aussi, on pêche sans ardillon, uniquement avec des hameçons simples, ce qui fait de préserver déjà une partie donc, de la mâchoire du poisson. Quand on pêche avec des triples sur des petits poissons, ils peuvent se planter sur les côtés. Donc l'idée, c'est de limiter tout ça. D'accord. Et voilà. Donc, et après, quelque chose aussi quand on fait du no-kill, c'est de relâcher le plus rapidement possible le poisson. On a certains pêcheurs. Ne prenez pas de photos et je terminerai là-dessus. Voilà. Parce que trop d'Instagrammeurs, pêcheurs, vous me dites, garde le poisson hors de l'eau trop longtemps. Donc voilà, ça c'est le dernier conseil qu'on vous donnera aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Ludovic. Bon retour à Vinon-sur-Verdon. Merci. Salut Carole, salut Abdoul. Et nous on se dit à demain. Au revoir. 10h10. Ciao. Salut. Ciao.